Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle analyse géopolitique. Aujourd'hui, nous allons décortiquer une information capitale qui pourrait transformer radicalement les rapports de force dans la région des Grands Lacs africains. Washington s'apprête à durcir significativement le ton à l'égard de Kigali. Selon le média spécialisé Africa Intelligence, l'administration Trump élabore actuellement un nouveau paquet de sanctions visant le Rwanda, avec un accent particulier sur deux hauts responsables du secteur sécuritaire. Cette escalade intervient dans un contexte très particulier. Malgré la signature des accords de Washington pour la paix et la prospérité en décembre 2025, les rebelles du M23 n'ont toujours pas quitté les territoires qu'ils occupent dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais ce qui rend cette situation encore plus explosive, c'est l'intervention directe du Congrès américain. Chris Smith, représentant républicain et président de la sous-commission Afrique de la Chambre des représentants, monte au créneau et appelle l'administration Trump à adopter des sanctions ciblées contre des responsables rwandais. Et attention, il n'exclut même pas le président Paul Kagame lui-même. Une menace sans précédent qui témoigne de l'exaspération croissante de Washington. Restez avec nous, car nous allons analyser en profondeur les enjeux géopolitiques, économiques et stratégiques de cette crise qui pourrait redéfinir l'ordre régional en Afrique centrale. Pour comprendre la gravité de la situation actuelle, il faut d'abord revenir sur les accords de Washington. Le 4 décembre 2025, dans une cérémonie présidée par Donald Trump en personne, les présidents Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda ont signé ce qui était présenté comme un accord historique pour mettre fin à des décennies de conflits. Ces accords, qui s'appuient sur un accord de paix initial signé en juin 2025, comportaient plusieurs engagements majeurs. Premièrement, le retrait complet des troupes rwandaises du territoire congolais. Deuxièmement, la fin du soutien du gouvernement congolais aux forces démocratiques pour la libération du Rwanda, la FDLR, une milice composée notamment de participants au génocide rwandais de 1994. Troisièmement, l'établissement d'un cadre d'intégration économique régionale centré sur les minéraux critiques, avec l'implication directe des États-Unis. La cérémonie était grandiose. Étaient présents les présidents togolais Faure Gnassingbé, angolais Joao Lourenço, burundais Évariste Ndayini, kényan William Ruto, ainsi que la vice-présidente ougandaise Jessica Alupo. Le secrétaire d'État Marco Rubio a supervisé la signature d'accords bilatéraux parallèles, incluant un partenariat stratégique entre les États-Unis et la RDC, ainsi qu'un accord-cadre économique entre les États-Unis et le Rwanda. Trump avait salué cet accord comme historique. Mais à peine l'encre était-elle sèche que les violations ont commencé. Dès le 9 décembre 2025, soit 5 jours seulement après la signature, le président Tshisekedi accusait déjà le Rwanda de violer ses engagements. Les forces rwandaises et les rebelles du M23 ont lancé une offensive sur Uvira, la deuxième plus grande ville de la province du Sud Kivu. Cette attaque, menée avec des drones, a fait au moins 74 victimes civiles. Des centaines de milliers de Congolais ont été contraints de fuir, alimentant ce que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a qualifié de plus grand afflux de réfugiés au Burundi depuis 25 ans. En septembre 2025, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, Tshisekedi avait déjà dénoncé les manœuvres rwandaises visant à retarder la mise en œuvre de l'accord de paix. Le Rwanda prétend avoir retiré ses troupes, mais en réalité, les forces rwandaises sont toujours sur le sol congolais et soutiennent les auxiliaires du M23, avait-il déclaré avec amertume. Il avait également exprimé ses doutes. Je me demande si les Qataris et les Américains auront la patience de supporter les manœuvres rwandaises et celles de son leader. Cette question s'est révélée prémonitoire. Car manifestement, Washington a perdu patience. Les États-Unis n'ont pas attendu pour agir. Dès le 20 février 2025, le département du Trésor américain a imposé des sanctions ciblées contre plusieurs acteurs clés du conflit. La figure la plus emblématique visée est James Kabarebe, ministre d'État rwandais pour l'intégration régionale et ancien général de l'armée rwandaise. Kabarebe n'est pas n'importe qui. C'est une figure centrale de l'appareil politico-militaire rwandais depuis 3 décennies. Selon le Trésor américain, Kabarebe orchestre le soutien des forces de défense rwandaises au M23 et gère en grande partie la génération de revenus du Rwanda et du M23 à partir des ressources minérales de la RDC. Il coordonne notamment l'exportation de minéraux extraits des sites miniers de la RDC pour une exportation éventuelle depuis le Rwanda. Les sanctions touchent également Lawrence Kanyuka Kingston, porte-parole senior du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo, ainsi que 2 de ses entreprises enregistrées au Royaume-Uni et en France, Kingston Fresh Ltd et Kingston Holding. Kanyuka est décrit comme central à la stratégie de communication du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo et mène des actions de relations publiques et diplomatiques en leur nom. Bradley T. Smith, sous-secrétaire par intérim du Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, a déclaré « L'action d'aujourd'hui souligne notre intention de tenir pour responsables les principaux responsables et dirigeants comme Kabarebe et Kanyuka, qui permettent les activités déstabilisatrices des FDR et du M23 dans l'est de la RDC.
Les États-Unis restent déterminés à garantir une résolution pacifique de ce conflit. Mais les sanctions américaines ne sont que la partie émergée de l'iceberg. L'Union européenne a elle aussi franchi le pas. Le 17 mars 2025, après des semaines de tergiversation, le Luxembourg ayant initialement freiné des 4 fers en appelant à attendre les progrès de la diplomatie régionale, les 27 États membres ont unanimement approuvé des sanctions contre plusieurs officiers rwandais et dirigeants du M23. Parmi les noms les plus importants figure le général de division Ruki Karuzizi, jusqu'à récemment commandant des forces spéciales des FDR, le général de division Eugène Kubito, chef de la 3e division des FDR, et le général de brigade Pascal Muizi, commandant de la 2e division. Ces 2 divisions sont actuellement déployées dans l'est du Congo. Du côté du M23, l'UE a sanctionné Bertrand Bissimois, chef de l'aile politique du groupe, le colonel Johnny Maninzens, chef du renseignement, ainsi qu'Erasto Bahati Musanga, nommé en février par les rebelles comme gouverneur du Nord-Kivu. Ce n'est pas tout. L'UE a également visé une entité économique cruciale, la raffinerie d'or Gazabo, accusée de traiter de l'or extrait illégalement du territoire congolais. Cette sanction est particulièrement stratégique, car elle touche au cœur du modèle économique rwandais. En 2023, les exportations d'or représentaient 885 millions de dollars et constituaient la principale exportation du pays. Le développement du secteur de raffinage des minéraux est un objectif clé pour Kigali, qui cherche à augmenter ses revenus en permettant aux mineurs d'exporter des produits raffinés à plus forte valeur ajoutée. Le Royaume-Uni a également suspendu divers programmes bilatéraux avec le Rwanda, incluant l'aide financière, certaines licences d'exportation militaire et les activités de promotion commerciale. La réaction de Kigali a été virulente. Après les sanctions de l'UE, le Rwanda a rompu ses liens diplomatiques avec la Belgique, l'un des partisans les plus virulents des sanctions, et a expulsé les diplomates belges du pays. Le ministre des Affaires étrangères James Kabareb, le même James Kabareb sanctionné par les États-Unis, a déclaré en février que les sanctions internationales ne feraient que réduire. Il n'a pas terminé sa phrase publiquement, mais le message était clair. Kigali ne se laisserait pas intimider. Mais revenons à Washington, car c'est là que se joue actuellement une bataille politique d'une intensité rare. Chris Smith, représentant républicain du New Jersey et président de la sous-commission Afrique de la Chambre des représentants, est devenu le fer de lance de la pression parlementaire contre le Rwanda. Il faut comprendre qui est Chris Smith. Élu au Congrès depuis 1981, c'est l'un des membres les plus anciens de la Chambre des représentants. Il a consacré une grande partie de sa carrière à la promotion des droits humains à l'étranger, notamment en rédigeant la loi sur la protection des victimes de la traite et de la violence de 2000. C'est un homme qui ne recule pas devant les combats difficiles. Il a été sanctionné par la Chine pour son soutien aux Ouïghours et aux pratiquants du Falun Gong. Il n'hésite jamais à mettre la pression sur les régimes autoritaires. Son engagement sur la question RDC-Rwanda remonte à plus de 3 décennies, depuis l'immédiat après-génocide rwandais de 1994. Il a récemment organisé une audition de la sous-commission intitulée « Faire progresser la paix en RDC et au Rwanda par les accords de Washington du président Trump ». Dans ses remarques d'ouverture, Smith a salué les accords de Washington comme un accord de paix négocié avec compétence et brillance qui signifiait une nouvelle ère dans la région. Il a souligné que réunir les 2 parties à la même table de négociation était historique en soi, la première fois dans l'histoire moderne qu'un tel progrès a été réalisé sur ce conflit. Mais Smith n'est pas naïf. Il a également souligné les problèmes persistants, et surtout, il a exprimé son soutien aux mesures punitives prises par le secrétaire d'État Rubio contre des entreprises spécifiques basées à Hong Kong et en Chine continentale, accusées de financer des groupes armés, y compris le M23. Ces groupes sanctionnés incluent la Congo Dongyang Mining Corporation, un facilitateur accusé d'approvisionner des minéraux provenant de zones de conflit et de les acheminer via les chaînes d'approvisionnement rwandaises vers les raffineries chinoises. Selon Africa Intelligence, Smith va encore plus loin en coulisses. Il appelle l'administration Trump à adopter des sanctions ciblées contre des responsables rwandais, et c'est là que cela devient explosif. Il n'exclut pas Paul Kagame lui-même. Sanctionner un président en exercice serait un acte diplomatique d'une portée considérable, un signal sans équivoque que Washington ne tolère plus les violations répétées des engagements internationaux. Cette démarche est motivée par ce que Smith qualifie de violation répétée des accords de Washington pour la paix et la prospérité. Il a d'ailleurs rencontré le président congolais Félix Tshisekedi lors de sa visite à Washington. Cette rencontre n'est pas anodine. Elle témoigne d'un alignement stratégique entre le Congrès américain et Kinshasa contre Kigali. La pression parlementaire ne vient pas seulement des républicains. Des élus des 2 bords de l'échiquier politique expriment leur frustration face à la violence continue le long de la frontière, 6 semaines après la signature des accords de Washington. Selon le magazine The Africa Report, les législateurs américains des 2 côtés de l'allée menacent de sanctions alors qu'ils deviennent de plus en plus frustrés par la violence en cours le long de la frontière. Pour comprendre pourquoi Washington met autant de pression, il faut saisir les enjeux économiques colossaux qui se cachent derrière ce conflit apparemment régional.
l'Est de la RDC regorge de minéraux critiques essentiels pour l'économie mondiale du XXIe siècle. On parle ici de coltan, de cobalt, d'or et de nombreux autres minéraux stratégiques. La mine de Rubaya, actuellement sous contrôle du M23, produit à elle seule entre 15 et 30% de l'approvisionnement mondial en coltan, un minéral utilisé dans les appareils électroniques comme les ordinateurs portables et les téléphones mobiles. Les États-Unis, dans leur compétition stratégique avec la Chine, ont identifié l'Afrique centrale comme une région d'importance vitale pour sécuriser leur accès aux minéraux critiques. Les accords de Washington ne sont pas seulement un traité de paix, c'est aussi, et peut-être surtout, un accord commercial. L'accord de partenariat stratégique signé entre les États-Unis et la RDC prévoit explicitement l'établissement d'une réserve stratégique de minéraux située en RDC, destinée à garantir un approvisionnement prévisible et durable en minéraux critiques, y compris le cobalt, pour les États-Unis tout en renforçant la capacité de la RDC pour la gestion domestique des ressources, la stabilisation de la valeur, la bénéficiation locale, l'industrialisation et la création d'emplois. En d'autres termes, Washington veut sécuriser sa chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques, actuellement dominée par la Chine, en s'appuyant sur la RDC. Mais pour que cela fonctionne, il faut la paix. Et pour qu'il y ait la paix, il faut que le Rwanda cesse son soutien au M23 et retire ses troupes. C'est là que réside le dilemme. Le Rwanda a ses propres intérêts économiques dans l'est du Congo. Selon un rapport d'experts de l'ONU publié en janvier 2025, les rebelles de l'est de la RDC ont exporté frauduleusement 150 tonnes de coltan vers le Rwanda en 2024. Le Rwanda bénéficie considérablement de ce commerce illicite, en réexportant ses minéraux comme s'ils provenaient de son territoire, ce qui lui permet de contourner les mécanismes de traçabilité et les régulations internationales. James Kabareb, selon le Trésor américain, coordonne l'exportation de minéraux extraits des sites miniers de la RDC pour une exportation éventuelle depuis le Rwanda. C'est un système bien huilé de pillage organisé, qui enrichit l'élite rwandaise au détriment du peuple congolais. Human Rights Watch, dans une analyse récente publiée le 3 février 2026, a souligné que les accords de Washington, signés en décembre 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous médiation américaine, promettaient de mettre fin au conflit armé dévastateur dans l'est du Congo par le retrait des troupes, des cessez-le-feu et une coopération économique sur les minéraux critiques. Des mois plus tard, l'accord n'a livré guère plus que des promesses sur papier, avec des combats qui se poursuivent et les civils qui en supportent le fardeau. L'organisation a appelé le gouvernement américain à exiger que le Congo et le Rwanda confrontent l'impunité par des poursuites pour meurtres illégaux, déplacements forcés et recrutement de combattants. Sans cela, avertit HRW, il y a peu de chances que les accords de Washington réussissent là où d'autres ont échoué. Pendant que les diplomates négocient et que les sanctions s'accumulent, c'est la population civile congolaise qui paie le prix le plus lourd de ce conflit interminable. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a confirmé le 18 février 2025 que des combattants du M23 avaient procédé à des exécutions sommaires d'enfants après leur entrée dans la ville de Bukavu. Nous sommes également conscients que des enfants étaient en possession d'armes, a déclaré Ravina Chandazani, porte-parole du Haut-Commissariat. Nous appelons le Rwanda et le M23 à garantir le respect des droits humains et du droit international humanitaire. Des membres de la Croix-Rouge ont été vus en train d'enterrer des corps dans des fosses communes. Il est très difficile de connaître l'identité de ceux qui ont été tués ici, mais la Croix-Rouge a confirmé que des enfants figurent parmi les victimes, a rapporté Alain Huaikani d'Al Jazeera depuis Bukavu. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a signalé que le conflit en RDC avait déclenché le plus grand afflux de réfugiés au Burundi depuis 25 ans, avec environ 30 000 personnes qui ont traversé la frontière pour échapper à l'avancée des rebelles. Les gens continuent d'affluer par milliers chaque jour, a déclaré Brigitte Mukangaeno, représentante du HCR au Burundi, lors d'une conférence de presse. Selon le Fonds international pour les veuves et les orphelins, environ 73,5% de la population de la RDC vivait avec moins de 2,15 $ par jour en 2024. Malgré l'immense richesse minérale du pays, sa population reste l'une des plus pauvres au monde. Et il y a un aspect particulièrement sombre de cette tragédie, l'exploitation des enfants. On estime qu'environ 40 000 enfants, certains âgés d'à peine 6 ans, travaillent dans les mines du Congo dans des conditions épouvantables, espaces extrêmement restreints, exposition à des produits chimiques toxiques, risque de blessures physiques graves et parfois même de mort. Maurice Carnet, directeur exécutif de Friends of the Congo, explique « Quand nous disons Congo libre, nous parlons de libérer le Congo de l'exploitation, de libérer le Congo de l'extraction, de libérer le Congo de la pauvreté. » Le Congo a été exploité pour ses ressources depuis qu'il était sous domination belge avant son indépendance en 1960. Cette exploitation s'est poursuivie tout au long de son histoire, étant l'un des nombreux facteurs qui exacerbent son instabilité, car les forces armées ont historiquement contrôlé des régions congolaises riches en minéraux, provoquant des conflits fonciers. Alors, où va-t-on maintenant? Quelles sont les perspectives pour une résolution de cette crise? Première observation, les sanctions fonctionnent-elles? La réponse est nuancée. D'un côté,
Les sanctions ont clairement un impact diplomatique. Le Rwanda a rompu ses liens avec la Belgique, signe que la pression internationale irrite réellement Kigali. De plus, les sanctions contre la raffinerie d'or Gazabo pourraient avoir un impact économique significatif sur le secteur du raffinage rwandais, un pilier de la stratégie de développement du pays. Mais d'un autre côté, le comportement sur le terrain n'a pas changé. Le M23 continue d'avancer, les violations des accords de Washington se multiplient, et les civils continuent de souffrir. Cela suggère que soit les sanctions actuelles ne sont pas assez sévères, soit qu'il faut du temps pour qu'elles fassent effet, soit encore que le régime de Kagame a calculé que les bénéfices économiques et stratégiques de l'occupation de l'Est du Congo dépassent les coûts des sanctions. Deuxième observation. La menace de sanctionner directement Paul Kagame change la donne. Jusqu'à présent, les sanctions ont visé des hauts fonctionnaires et des entités, mais épargné le sommet de l'État. Si Chris Smith obtient gain de cause et que l'administration Trump sanctionne directement Kagame, ce serait un tournant historique. Cela isolerait le Rwanda sur la scène internationale d'une manière sans précédent. Mais une telle décision comporterait aussi des risques. Le Rwanda est un allié important des États-Unis en Afrique de l'Est. C'est un pays stable dans une région souvent chaotique. Kigali contribue significativement aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Pousser Kagame trop fort pourrait le rapprocher d'autres puissances, notamment la Chine ou la Russie, qui seraient ravis de combler le vide laissé par un retrait du soutien occidental. Troisième observation. Le rôle du Congrès américain est crucial. La mobilisation bipartisane autour de cette question, avec Chris Smith en tête, montre que ce n'est pas juste une priorité de l'exécutif, mais une préoccupation partagée par les législateurs. Cela donne du poids et de la pérennité à la pression américaine, indépendamment des changements d'administration. Quatrième observation. Le facteur économique chinois ne peut être ignoré. Les États-Unis ont sanctionné la Congo Dongyang Mining Corporation et d'autres entreprises chinoises accusées de financer des groupes armés. Cela révèle que la dimension du conflit dépasse le cadre régional. C'est aussi une bataille pour le contrôle des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques entre Washington et Pékin. Cinquième observation. La question de l'impunité reste centrale. Tant qu'il n'y aura pas de mécanisme crédible pour poursuivre les responsables de crimes de guerre, de déplacements forcés et de violations des droits humains, le cycle de violence se perpétuera. Les accords de paix peuvent créer un cadre, mais sans justice, ils restent fragiles. Enfin, sixième observation. Le succès ou l'échec des accords de Washington aura des répercussions bien au-delà de la région des Grands Lacs. Si Trump réussit à imposer une paix durable, cela renforcerait considérablement le prestige américain en Afrique et démontrerait l'efficacité de la diplomatie de paix par la force. Si l'accord échoue, cela affaiblirait la crédibilité américaine et pourrait encourager d'autres acteurs à défier Washington. Nous voici donc à un moment charnière. Les sanctions américaines contre le régime de Paul Kagame s'intensifient, la pression parlementaire monte, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont rejoint l'effort, et les violations des accords de Washington continuent de s'accumuler. Le président Tshisekedi a récemment rencontré Chris Smith à Washington, signe d'une coordination étroite entre Kinshasa et le Congrès américain. Les États-Unis ont clairement choisi leur camp dans ce conflit, ils soutiennent la souveraineté territoriale de la RDC et exigent le retrait complet des forces rwandaises. Mais Paul Kagame est un tacticien aguerri. Il a survécu à 3 décennies de pression internationale, de guerres régionales et de crises politiques. Il a construit le Rwanda post-génocide en un État fonctionnel et relativement prospère. Il ne cédera pas facilement. Et la question qui se pose est donc la suivante. Les États-Unis sont-ils prêts à aller jusqu'au bout? Sont-ils prêts à sanctionner directement Kagame? À suspendre l'aide au Rwanda? À isoler diplomatiquement Kigali? Et surtout, ont-ils une stratégie de sortie de crise qui offre au Rwanda des garanties de sécurité crédibles concernant la FDLR et les autres groupes armés qui, du point de vue de Kigali, représentent une menace existentielle, car c'est là le nœud du problème. Le Rwanda justifie sa présence en RDC par des préoccupations de sécurité. Tant que la question de la FDLR ne sera pas résolue de manière satisfaisante pour Kigali, il est difficile d'imaginer un retrait complet des forces rwandaises. Les prochaines semaines seront décisives. L'administration Trump va-t-elle annoncer de nouvelles sanctions? Chris Smith obtiendra-t-il le soutien nécessaire pour cibler directement Kagame? L'Union européenne renforcera-t-elle son arsenal de mesures restrictives? Une chose est certaine, le statu quo n'est plus tenable. Trop de sang a coulé, trop d'enfants ont été tués, trop de familles ont été déplacées. La communauté internationale, menée par les États-Unis, semble enfin décidée à imposer un changement. Mais l'histoire nous enseigne la prudence. Les Grands Lacs africains ont vu d'innombrables initiatives de paix échouer. Les acteurs régionaux sont passés maîtres dans l'art de signer des accords tout en poursuivant leurs objectifs par d'autres moyens. Ce qui rend cette fois différente, c'est peut-être l'engagement direct et personnel de Donald Trump dans le processus. Le président américain a investi son prestige politique dans les accords de Washington.
Il ne laissera probablement pas cet accord échouer sans réagir vigoureusement. Nous continuerons à suivre de près cette situation en évolution rapide. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer de nos analyses géopolitiques. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de partager vos réflexions dans les commentaires. Que pensez-vous de ces sanctions? Vont-elles changer la situation sur le terrain? Paul Kagame devrait-il être personnellement sanctionné? Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle analyse.